paraissait sur le tapis vert. Nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. De l'animal royal vous avez le sang bleu, et les rois du football c'est merveilleux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 20h pour refaire l'actualité sportive au plan national, au plan international et surtout au plan régional. Alors ce soir au programme, on va revenir sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions. On va parler aussi foot féminin parce qu'on va parler aussi de l'Olympique lyonnais qui va aller en finale, ça c'est chez les filles. On va parler également de la Champions League, des résultats de la semaine dernière et de ce qui va se passer cette semaine. On va parler également de ce qui va se passer en Ligue 1 cette semaine. On va revenir également sur la page consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard et ça c'est pour la partie bien évidemment Ligue 2. Avec ce qui s'est passé pour les Sochaliens, avec la défaite ce week-end contre le Red Star. Il restera 2 matchs. On va revenir sur tout ça, sur l'actualité aussi au plan financier avec un nouveau président. Enfin bref, on va un peu reparler de tout ce qui s'est passé autour du FC Sochaux Montbéliard. On reviendra également sur ce qui s'est passé au plan National 2, National 3, et ça c'est en région Bourgogne-Franche-Comté et un peu plus national pour la National 2. On va revenir également sur la National 1 aussi, on regardera ce qui s'est passé parce que peut-être que Sochaux sera concerné par les barrages. On reviendra également sur du handball avec ce week-end, il y avait ESBF Toulon au Palais des Sports. Il y avait aussi le Grand Besançon du handball qui était en voyage du côté de Gonfreville. On regardera les résultats et bien sûr on parlera aussi des équipes locales comme Vesoul, Palante aussi, chez les filles qui peuvent accéder à la D2. On reviendra aussi là-dessus. On parlera aussi du Bozac, enfin bref, vous avez compris. Ça va parler sport ce soir. En tout cas, il y a un très bon programme. Bonsoir messieurs, on est avec Arthur. Bonsoir Arthur, ça va ? Salut Fred, ça va et toi ? Nickel, passé un bon week-end ? Bah oui, super. Bon, bah parfait. On est avec Fred aussi. Salut Fred, salut Arthur. Alors, t'as passé un bon week-end ? Ouais, Week-end sportif aussi ? Oui. Oui, je on vois. va dire Au niveau des résultats, oui, je vois ce que tu veux dire. Allez, on va parler, moi je vous propose de parler un peu Ligue des Champions et parler aussi, on va commencer par les filles parce que l'Olympique lyonnais est en finale. Messieurs, je pense que vous avez dû voir quand même ça. Ah bah oui, évidemment. Bien sûr, oui. Lyon qui montre encore que c'est une égérie du football féminin et une des meilleures équipes du football féminin à l'échelle mondiale. Et puis c'est juste un plaisir à voir sur le terrain. Quand on voit le match qu'elles ont fait contre Chelsea à l'aller, c'était vraiment très impressionnant. Qualité technique, stratégie de jeu, tout était là. Elles sont vraiment parées pour remporter une nouvelle fois avec des champions. On espère de tout cœur qu'elles feront un résultat à la hauteur des attentes. Alors elles avaient fait match nul, enfin pas match nul, non, elles avaient fait deux, elles avaient gagné du côté du Parc OL 2 buts à 1. Elles ont fait match nul du côté de Chelsea, 1 but partout. Et justement, c'est Eugénie Le Sommer qui avait marqué à la 17e minute de jeu. Avant que Chelsea n'égalise par So Yoon-ji à la 34e minute de jeu en tout cas. En tout cas un très beau but. Je pense que ça doit être la Corée, ça à mon avis. So Yoon-ji, non ? Oui, quelque chose comme ça, parce que en général, les équipes féminines au niveau international, c'est surtout les Coréennes et les Japonaises qui sont les meilleures nations en football féminin en Asie. Donc la finale aura lieu en tout cas du côté de Budapest le 18 mai et ça sera contre le FC Barcelone. Donc il y aura peut-être un air de revanche. On sait que les garçons ont été éliminés par le Barça. Et le Barça, on va en parler juste après. Donc peut-être, on espère bien évidemment que les filles de l'Olympique lyonnais, en tout cas, remporteront le trophée de la Ligue des Champions. On leur souhaite, c'est tout le bien qu'on leur souhaite. On tourne la page maintenant. On va s'intéresser aux garçons, qui, avec tous les résultats des demi-finales aller en tous les cas, avec l'Ajax d'Amsterdam qui continue, messieurs, qui est allé battre Tottenham 1-0 et qui jouera ce 8 mai le match retour chez eux. Alors, pronostic
Pour moi, il y aura soit une victoire de l'Ajax, soit un match nul au mieux, parce que je ne vois pas cette équipe de Tottenham avec les problèmes défensifs qu'ils ont à l'aller pouvoir concrétiser et puis pouvoir renverser la tendance. Je dirais soit une victoire, un but d'écart pour Ajax, soit un match nul avec au moins un but de chaque côté. Alors il faut dire quand même qu'ils n'ont jamais été trop dans ce cas de figure, hein, parce qu'ils ont toujours eu le match retour, c'était chez l'adversaire. Donc est-ce qu'ils vont être capables de gérer cette pression? C'est un peu toute la question, parce que c'est un groupe quand même de très jeunes joueurs. Oui, ben après, normalement, quand tu es à ce niveau-là, demi-finale de Ligue des Champions, tu dois être préparé à tout. C'est ce qu'on attend d'une équipe professionnelle. Après, est-ce que l'avantage d'avoir fait les matchs à l'extérieur dans les tours d'avant leur a donné un avantage psychologique? On ne sait pas. On verra bien ce que ça donnera demain soir, mais pour moi, je pense que c'est déjà acquis. J'espère de tout cœur voir cette équipe de l'Ajax se préparer à pouvoir aller en finale, parce que vu le niveau qu'elle monte sur le terrain, ce serait mérité. Eh bien, on espère. Et puis, dans l'autre rencontre, le FC Barcelone, lui, avait battu Liverpool 3-0. On va dire qu'ils ont déjà un pied et 4 orteils en finale. Et ils se déplaceront du côté d'Anfield Road ce 7 mai à partir de 21h, c'est-à-dire demain. Ah bah de toute façon, c'est plus que quatre orteils, il reste plus que l'ongle qui est de l'autre côté, parce que avec les absences de Sadio Mané et puis de Mohamed Salah, plus Naby Keita qui est sorti sur blessure à la fin du match, je vois mal avec ces trois joueurs clés de l'équipe pouvoir renverser la tendance. Après, tout est possible dans le foot, on l'a vu avec Manchester United contre le PSG, mais là, on est affaire à une équipe comme l'FC Barcelone qui a un trio offensif juste impressionnant, dément. Et Le meilleur au monde, hein, pour le moment, on peut le bah, dire, hein. avec Lionel Messi, Luis Suarez et j'en passe. Donc ça va être une rencontre. On espère que Liverpool pourra montrer un autre visage par rapport à ce qu'ils avaient pu effectuer au Camp Nou la semaine dernière. Et normalement, je vois mal Liverpool revenir, à moins de nous faire une Liverpool-Milan 2005 Ligue des Qui sait? Champions, 3-3, et puis ça se joue au tir au but. Mais pour moi, je pense que le FC Barcelone va aller en finale. Eh bien, pour toi, donc, ça sera un Barça-Ajax, c'est ça en finale? Barça-Ajax pour moi. Allez, toi, Fred. Pareil, Barça-Ajax. Bon, allez, on va mettre pareil, Barça-Ajax, parce que j'ai bien envie de voir cette équipe de l'Ajax qui a fait un super parcours à aller jusqu'en finale, et pourquoi pas inquiéter le FC Barcelone. Ça serait assez sympa à voir. Bah, c'est surtout qu'en fait, ça va être une finale un petit peu Barça contre Barça, parce que je crois qu'il y a quelques joueurs du FC Barcelone qui sont passés par l'Ajax, qui sont en club actuellement. Puis en plus, tu as Frenkie de Jong, et puis je crois qu'il va y avoir encore un ou deux joueurs qui ont parti au Barça cet été dans l'équipe d'Ajax. Donc c'est un petit peu la Masia contre un des meilleurs centres de formation du monde. Barcelone contre Barcelone, en gros. Oui, c'est ça. Après, il y avait une guerre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, justement, pour s'arracher tous ces joueurs hollandais. Oui, Fred, tu voulais dire quelque chose? Le 1er juin, la finale de la Ligue des Champions. D'accord. Eh ben, c'est parfait. Le 1er juin. Ce sera pour une première AT, ce sera sur BFM TV le match. BFM TV. On va voir Jean-Jacques Bourdin aux commentaires. Il va se prendre la tête avec son commentateur à côté de lui. Ça va être folklorique. C'est inédit d'avoir une chaîne d'infos qui diffuse une finale de. Bah après, ça fait partie du groupe RMC, non? C'est ça? Ça fait partie du groupe RMC. Donc bon, ça peut être RMC Story ou RMC Découverte, mais bon, ils ont préféré BFM TV. Bon, bah c'est bien, parce qu'au moins le plus grand monde, tous ceux qui sont et généralement sur RMC Sport, abonnés, aussi, ceux qui ont des abonnements internet et tout, bon, ils ont aussi BFM TV, donc ça va pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Et c'est une bonne chose. Eh bien, on va fermer cette Ligue des Champions. Un petit mot sur l'Europa League aussi, avec les résultats des demi-finales. Allez, avec l'Eintracht Francfort, Chelsea, un but partout. Le match retour aura lieu donc ce 9 mai. Chelsea recevra l'Eintracht Francfort. Pardon, je vais y arriver. Un petit prono, messieurs? Oh, moi, pour le beau jeu, j'aurais dit une victoire de Francfort, mais ça me paraît assez compliqué quand on voit le niveau de Chelsea sur le premier match. Donc je dirais soit un autre match nul, mais en faveur de Chelsea, soit une victoire de Chelsea. Bon, bah alors c'est noté. Chelsea aussi, aussi. Chelsea aussi? Bon, tu te mouilles pas trop, toi, là-bas. Bon, après, moi, j'aimerais bien voir Francfort en finale, mais ça me paraît un peu compliqué, quoi. Ben oui, Francfort, on s'en rappelle du côté de Sochaux. Allez, l'autre match, Arsenal FC Valence. Arsenal qui a battu le FC Valence 3-1. Un bon Arsenal, match. Un bon match, j'ai regardé. Un bon match des Français, surtout, avec le doublé de Lacazette et aussi un but de l'ancien lyonnais Diakaby.
Oui, Fred. Moi, je dirais une finale Chelsea-Arsenal. Chelsea-Arsenal. En finale. Oh, je vais dire la même chose, je vois mal Valence remonter quand même. Ah, moi je sais pas. Allez, moi je vais dire Valence. Allez, il faut prendre des risques un petit peu. Parce que bon, avoir un vainqueur anglais en compétition européenne, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu ça? Bah, ça fait un petit Ça moment, remonte à un justement. moment, hein. C'était souvent espagnol ces derniers temps. Oui, Ouais, je crois que le dernier vainqueur d'une Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions ou Ligue Europa, ça doit être Chelsea, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Chelsea. Oui, je crois que ça doit être Chelsea, hein. Chelsea, quand ils ont fait le Ligue des Champions puis Ligue Europa l'année suivante. Oui, c'est ça. Ils avaient mis 10 ans pour la gagner, je crois. Je crois que ça faisait tout juste. Alors, Bah, un- ils avaient je fait crois les que ça deux, avait tous 10 ans. ils avaient fait les deux d'un Oui, ils ont coup. gagné. Oui, ils ont gagné Enfin, les deux. à L'un derrière l'autre, oui, je crois. voilà, à l'envers. C'est La ça. La plus grosse avant et la plus petite après. D'ailleurs, les deux finales auront lieu la même semaine, puisqu'il y aura la finale de l'Europa League le 29 mai, qui se déroulera en Azerbaïdjan, la finale de l'Europa League cette année, à Bakou. À Bakou. Tiens, ça me rappelle quelque chose, Bakou. Il n'y a pas un certain Mamadov? Non. Oui, ça c'était Ah. à Lens, du côté du Racing Et Club de on Lens. en avait parlé pendant un sacré moment, hein, de cette histoire. Et l'histoire n'est pas encore finie. J'ai oublié, la finale de la Ligue des Champions se jouera au stade Santiago Bernabéu à Madrid. D'accord, ça marche. Il n'y a pas un petit Cédric Bakumbu là-bas? Ouais, du côté de la Chine. Du côté de la Chine, plutôt. Bon, j'espère en tout cas qu'il reviendra par ici, parce que la Chine, c'est bien, mais je pense qu'au niveau Ça devient un sportif. casse-tête chinois au niveau sportif. Hein, plutôt. Ben, oui, il n'y a pas qu'au niveau sportif, hein. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est au niveau sportif, vu son âge, c'est quand même mieux de venir rejouer en Europe pour Cédric Bakambu. En tout Pas cas, d'amalgame, ça- voyons. Oh non, pas du tout, pas ici. Ah, pas du tout. Oh, non, pas de Allez, ça, juste sur pour Radio parler un Shalom, peu hein. financier, là. Coupez tout, arrêtez l'émission. C'est ça, juste pour parler un petit peu financier de la Ligue des Champions. Vous savez qu'en France, la Ligue des Champions vaut quand même 315 millions d'euros, hein, parce qu'elle est diffusée donc sur RMC, on l'a dit, de 2018 à 2021. RMC Sport. Et c'est vrai qu'il faut dire que la chaîne a investi quand même, comme on le disait, 315 millions d'euros. Donc c'est quand même c'est plus du double comparé à la période précédente, hein. C'est vrai qu'en 2017, Canal+ et beIN Sport déboursaient un total de 140 millions d'euros. Donc il en faut, hein, des abonnés derrière pour pouvoir suivre tout ça. Et dans le top 10 des clubs les mieux payés en C1, eh bien, on retrouve en tête la Juventus, hein, 48 millions d'euros. Ensuite, l'AS Rome, ça c'est basé sur l'année d'avant, hein. Sur la saison 2017. Oui, c'est pour dire 2018, c'est pour dire un petit peu ce que ça rapporte, hein, parce que la Juve était allée jusqu'en quart de finale, l'AS Rome en demi-finale, Chelsea en 8e, le Paris Saint-Germain 8e, et ils avaient touché 35 millions d'euros. Bon, en ce qui concerne la Ligue Europa, forcément, elle est toujours moins lucrative, hein. Ça rapporte, Oh, beaucoup moins. ça rapporte beaucoup moins, hein, parce qu'Arsenal, qui a été éliminé en demi-finale, a gagné un petit peu plus avec 28 millions d'euros. Donc c'est quand C'est même la saison pas où terrible, l'OM, hein. la saison dernière où l'OM est allé en finale face à l'Atlético. D'ailleurs. Oui, c'est ça. Éliminé par l'Atlético de Madrid, Arsenal. au Ouais, c'est ça. passage. Donc en huitième de finale, Lyon, par exemple, a reçu 6 millions d'euros. Ouais, ça fait pas C'est beaucoup, 3, hein. c'est 3 millions d'euros pour la participation en groupe, plus C'est ça. les primes en fonction des victoires et puis les droits télé. Parce qu'en général, par exemple, en Ligue des Champions, en fait, à chaque fois, tu gagnes une prime différente en fonction de si tu fais une victoire ou une défaite. Et ton nombre de matchs nuls, il y a un budget pour les matchs nuls en fonction de tous les matchs de groupe. Et au prorata de nombre de nuls, tu gagnes une certaine somme. C'est ça. Donc Nice en 16e a gagné par exemple 5 millions d'euros. Bon, c'était pour donner une petite fourchette pour bien dire que l'Europa League, certains ne veulent pas forcément la jouer parce que forcément ça rapporte un petit peu moins que la Ligue des Champions. Mais pour ça, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. C'est quand même Si je mieux. ne me trompe pas, il n'y a pas encore eu un club français qui a gagné l'Europa League. Ah Il y a non, déjà eu la Ligue des Champions Pas ces et temps-ci, l'ancienne non. Coupe des Coupes. Mais pas ces pas- temps-ci, je pense qu'on s'en rappellerait, hein. Il y a déjà eu des clubs finalistes. On a eu des mais clubs finalistes comme bien sûr, Bastia. Marseille, comme Marseille. Marseille, oui, la saison dernière. Bien sûr, d'ailleurs, c'est Marseille pas la plus saison tard que dernière, ça. mais bon, Pas plus- ils ont pris une petite leçon de football quand même face à Atlético. l'Atlético, donc c'était compliqué. Mais l'UEFA a décidé de diminuer la part des droits TV de 40 à 15%. Ça, c'est pour ce qui concerne les redistributions des recettes en tous les cas. Et c'est vrai que le vainqueur cette saison peut remporter 82 millions d'euros de primes, de résultats, hein, avec un parcours, on va dire, nickel, c'est-à-dire 6 victoires en phase de poule, soit 56 millions d'euros de plus que la saison dernière. Donc l'enveloppe totale des primes des résultats est passée de 356 millions d'euros à 585 millions d'euros. Et celle des droits de télé, par contre, a diminué de 551 à 292 millions d'euros. Bon, mais ici, on parle de sommes tellement énormes. Là, même en gagnant au loto, là, on ne gagne pas des sommes pareilles, hein.
C'est hallucinant. Mais, Il va gagner à Euro Million, c'est tout. Il y a de quoi sauver plus d'une centaine de fois le FC Sochaux avec ça. Ouais, largement, oui. Oh, bah oui. Largement. T'as de quoi faire un budget du Qatar et puis partir avec des champions avec tout ça. Facile. Pourquoi pas, oui. Mais bon, pour le moment, c'est pas le cas. On fera ça sur Football Manager, vous inquiétez pas. Oui, c'est ça sera plus facile en virtuel. On va maintenant, si vous le voulez bien, s'intéresser, juste un petit mot sur les différents championnats européens. On va commencer par la Première Ligue. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ça ce week-end. Une petite victoire de Liverpool pour continuer à avoir la concurrence et le défi face à Manchester City. Et oui, exactement. Alors ça commençait ce vendredi 3 mai. C'était la 37e journée en Première Ligue avec Everton qui avait battu Burnley 2-0. Ensuite, on a Bournemouth qui a battu Tottenham 1-0. West Ham a battu Southampton 3-0. Wolverhampton a battu Fulham 1-0. Crystal Palace est allé s'imposer du côté de Cardiff City 3-2. Liverpool est allé battre Newcastle 3-2. Chelsea a battu Watford 3-0. Et Huddersfield et Manchester United se quittent sur un match nul, un but partout. Et Arsenal et Brighton, un but partout. Il restera un match à disputer ce soir. Donc ce lundi 6 mai, c'est Manchester City qui recevra Leicester City à partir de 21h. À noter que Cardiff est déjà relégué et Manchester United ne pourra pas participer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, c'est ça. Au classement en tête, Liverpool 94 points, Manchester City 92 et ensuite on retrouve plus loin Chelsea 3e 71 points et 4e Tottenham 70 points. On retrouve aussi 5e Arsenal 67 points et Manchester United 66 points comme tu le rappelais si justement Arthur. Suivant l'Espagne, on va un peu plus... En Liga. C'est ça, on descend un petit peu plus avec les résultats de ce week-end. C'était donc la 36e journée avec Leganés qui est allé battre le FC Séville 3-0. Levante a battu le Rayo Vallecano 4-1. L'Espagnol Barcelone, la surprise quand même, a battu l'Atlético Madrid, même si l'Espagnol fait aussi une belle saison. La Real Sociedad est allé battre Alaves 1-0. Le Celta Vigo a battu le FC Barcelone avec Riyad Boudbouz qui devait être titulaire si je ne me trompe pas. Retafe a battu Gérone FC 2-0. Eibar a battu le Betis Séville 1-0. Le Real de Madrid a battu Villarreal 3-2. Le Real Valladolid a battu l'Athletic Bilbao 1-0. Et le FC Valence a infligé le score de la journée 6-2 à Huesca. Huesca qui est bon dernier de cette Liga. Il ne restera pas de match à disputer ce lundi. On va passer au classement. Le FC Barcelone en tête avec 83 points, est déjà sacré champion. L'Atlético Madrid deuxième, 74 points. Troisième, le Real Madrid, 68 points. Quatrième, Retafe, 58 points. Et on retrouve ensuite le FC Séville, 5e, et le FC Valence, 6e, avec le même nombre de points, 55 points. Donc ça va se battre aussi pour les places européennes. Et on retrouve un peu plus loin l'Athletic Bilbao avec 50 points. En bas de classement, on retrouve 18e Gérone, 19e le Rayo Vallecano et 20e Huesca. Donc les deux derniers clubs sont quasiment relégués avec le nombre de points qu'ils ont. Lionel Messi en tête avec 34 buts. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu Je la crois qu'il est stat. indétrônable, Messi. Il y a une stat qui est sortie hier et sur une année complète, Messi a marqué plus de buts que Dugarry dans toute sa carrière. C'est-à-dire que Dugarry a marqué Christophe. 87 buts et Messi sur une année complète a marqué 92 buts. Bon, bah ça Ça calme. m'étonnerait que Dugas il nous écoute parce qu'il fait une émission à la même heure sur une radio concurrente. Bah, écoute, en tout cas, il pourra réécouter. Ce sera sur YouTube, la stat de Arthur. Allez, on part du côté du Calcio avec la 35e journée qui avait lieu ce week-end avec ce vendredi 3 mai. La Juventus Turin et Torino, un but partout. Spal Ferrara est allé battre le Chievo Vérone 4-0. L'Udinese et l'Inter de Milan 0 partout. Empoli a battu la Fiorentina 1-0. L'Atalanta Bergame est allé battre la Lazio de Rome 3-1. Parme et la Sampdoria de Gênes 3 buts partout. Sassuolo et Frosinone 2 buts partout. Le Genoa et l'AS Rome 1 but partout. Naples a battu Cagliari 2-1. Il restera un match à disputer ce lundi 6 mai. Milan AC recevra Bologne à partir de 20h30. Au classement, la Juventus est en tête et déjà sacrée championne avec 89 points. Deuxième, Naples, 73 points. Troisième, l'Inter Milan, 63. Quatrième, l'Atalanta Bergame, 62 points. Cinquième, l'AS Rome, 59 points. Et ensuite, en bas de classement, on retrouve le Chievo Vérone, 15 points déjà relégué. Frosinone, 24 points. On passe de l'être, même l'est déjà. Empoli à 32 points et 18e, et lui peut encore s'en sortir. On va regarder ce qui s'est passé du côté de la Bundesliga avec un événement. Vous avez dû voir ça quand même. Franck Ribéry va quitter le Bayern de Munich. Sortez les mouchoirs.
Il va partir du côté peut-être de la Turquie. Sans doute un dernier Il sera contrat, resté mais c'est pas sûr. Il ne sait pas s'il arrête sa carrière ou s'il continue en Il Turquie sera resté apparemment. 12 ans à l'OM. Non, au Bayern, on prononce de l'OM. Il venait de l'OM. Oui, c'est ça, parce que j'avais dit 12 ans à l'OM, je me ouais. rappelais plus. Non, il venait de l'OM, mais il a resté C'est 12 ça. ans au Bayern. Oui, ça. C'est Sachant quand que la même pas mal. Turquie, il a déjà été là-bas parce qu'il a joué au Galatasaray, il me semble. C'est ça. Donc là, il retournerait peut-être au Galatasaray. Donc on verra si ça se confirme ou pas, ou s'il arrête sa carrière. Il ne savait pas trop apparemment. Allez, la Bundesliga, c'était la 32e journée ce vendredi. Mayence et le RB Leipzig se quittent sur un match nul 3 buts partout. Wolfsburg a battu Nuremberg 2-0. Le Bayern Munich a battu Hanovre 3-1. Le Borussia Mönchengladbach, tu vois, je le prononce bien maintenant. Mönchengladbach. Face à Offenheim, 2 buts partout. Le Hertha Berlin a battu Stuttgart 3-1. Le Brême et Dortmund se quittent sur un match nul 2 buts partout, ce qui n'arrange pas les Allemands de Dortmund. Et Schalke 04 et Augsbourg 0 partout. Fribourg et le Fortuna Düsseldorf 1-0. Et le carton du jour, le Bayer Leverkusen qui en a mis 6 à l'Eintracht Francfort 6-1. Alors avant d'aller en Coupe d'Europe, ça va pas être simple pour l'Eintracht. Donc il va falloir vite se remettre la tête à l'endroit. Avec en tête Munich avec 74 points qui prend un peu plus le large. Deuxième Dortmund 70 points. Troisième Leipzig 30. On remet tout dans l'ordre, 65 points. L'Eintracht Francfort lui est quatrième avec 54 points en bas de classement. On retrouve 16e Stuttgart, 17e Nuremberg et 18e Hanovre. Allez, juste un petit détour chez nos voisins suisses pour la 32e journée qui avait lieu ce week-end. Avec tout d'abord le FC Bâle qui a corrigé le FC Zurich 3 buts à 0. Saint-Gall de Peter Zedler est allé battre les Grasshoppers de Zurich 1-0. Les Young Boys de Berd sont allés s'imposer du côté du FC Sion 4-0. Neuchâtel Xamax est allé battre le FC Thun 2-0. Et Lugano a battu Lucerne 1-0 au classement. Berne toujours en tête largement avec 82 points devant Bâle 62 points. Et en bas de classement, on retrouve en 10e position les Grasshoppers de Zurich. Oui, Fred. On va peut-être avoir un nouveau membre comme club roman, c'est le Servette, normalement. Oui, le Servette qui est en phase de remontée, en tout cas, on l'espère. Je pense que c'est un club qui compte en Suisse. En Super League, comme on appelle le championnat. La Raiffeisen Super League. La Expo, c'est ça. Et ouais, ce serait quand même beau de revoir le Servette avec tous les soucis qu'ils ont eu ces dernières années. Puis ça reste un club emblématique en Suisse, c'est l'un des plus titrés et des plus connus à l'international, je dirais. Exactement, donc on espère les revoir bientôt du côté de la première division. Et il y a un suisse. Socialien là-bas en ce moment, Yacine Kadamuro. Oui, c'est ça. Au Il a Servette joué aussi en Espagne. Ouais. Il est passé par l'Espagne et je sais pas si c'est pas le... Il me semble que c'est le mari de une joueuse de foot. Je vais te dire ça. Allez, cherchez, je vous laisse chercher. Je crois, hein. Si je me trompe pas. Essayer de faire le, allez, le pendant connaisseur qui est de votre allez, moi je vous propose de passer à la 35e journée en Ligue 1 pendant que Arthur cherche cette info. Louisa Nessib, une internationale française. C'est ça, Louisa. Louisa qu'on avait vu du côté de Pontarlier, qui ne voulait pas faire d'interview, mais qui voulait bien prendre des photos. Donc on la remercie, on a passé un bon moment avec cette équipe de l'Olympique lyonnais. Allez, on va se diriger vers la 35e journée et on vous envoie le jingle Ligue 1. On va parler de ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end avec la 35e journée donc qui commençait ce vendredi. Il y avait une rencontre avec Strasbourg qui recevait l'Olympique de Marseille. Ça part bien avec cette équipe marseillaise qui ouvre le score. Et ensuite, c'est Kenny Lala qui égalise pour cette équipe de Strasbourg à la 65e minute de jeu. C'est pas un très bon résultat, bien évidemment, pour cette équipe de Marseille qui a besoin de points et qui veut en tout cas viser les places européennes. On va écouter la réaction de Thierry Lauré qui revient simplement sur le fait que l'OM avait un plan de jeu bien établi. Et aussi Valère Germain qui lui forcément fait un peu plus
la grimace. On s'est tiré une balle dans le pied. C'est ce qu'il a dit donc, après cette rencontre. Vous allez écouter au départ Thierry Lauré. Vous allez voir ce qu'il dit aux journalistes. Bon, il a toujours le petit truc sympa. Bonsoir, messieurs, dames. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Oui, je pense aussi, ouais, mais on aurait aimé faire mieux, pour être honnête, mais je pense qu'il y avait matière à faire mieux. Mais je peux rien reprocher aux garçons, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Après, il y a eu quelques manques en termes de qualité technique, en termes de choix de jeu, mais notamment en première, je trouve qu'en deuxième c'était beaucoup mieux. Ce qui est assez surprenant dans la mesure où on a été mené, mais on a fait, je trouve, la deuxième mi-temps, on a eu des possibilités. Après, voilà, ça reste une grosse équipe quand même en face, donc une équipe qui était venue vraiment pour verrouiller la rencontre avec 3 défenseurs axiaux, donc forcément c'est toujours un peu plus compliqué, mais on n'a rien à se reprocher, je pense. Ouais, mais ils sont pas obligés de l'emporter à la première minute quand même, et on peut leur laisser un peu de temps quand même. C'est toujours assez hallucinant que, au vu de la composition d'équipe, vous ne saisissiez pas que peut-être l'équipe a besoin de solidité en ce moment, d'un peu plus de... Enfin, pour gagner un match, c'est mieux de ne pas prendre de but déjà dans un premier temps. Voilà, ça évite de courir après le score. Donc je pense que c'est un peu le plan de jeu. Bien sûr de la déception, parce que comme vous l'avez dit, on se devait de gagner pour continuer à y croire. Maintenant, on va attendre les résultats du week-end, mais c'est vrai que ça risque d'être très très compliqué. Maintenant, tant qu'il y aura même ne serait-ce que 1-2% de chance que mathématiquement ce soit possible, on va pas lâcher, mais c'est vrai qu'on s'est mis une balle dans le pied un peu ce soir quand même. On a fait un match, c'est pas un grand OM, plutôt cohérent, on n'a pas concédé d'occasion. On en a eu, à part la mienne, celle de Louis, c'est peut-être une ou deux situations où même le poteau de Douillet, donc on aurait dû, je pense, gagner 2-0 à un moment donné. Malheureusement, à ce moment, ça tombe pas en notre faveur et il y a un penalty que Steve arrête très bien, il arrête encore la tête qui suit et finalement on ne suit pas et le Strasbourgeois met le but, donc voilà, c'est un peu à l'image de la saison, c'est compliqué, mais voilà, il reste 3 matchs et il va falloir tout donner les 3 derniers matchs. Il va falloir tout donner pour ces Marseillais, bien évidemment, car ils sont au classement 6e avec 55 points. Donc ça va être, en tous les cas, compliqué cette fin de saison pour eux. On va maintenant regarder ce qui s'est passé ce samedi avec le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion qui recevait l'équipe de Nice. Et c'est Nice qui va ouvrir le score par Ganago à la 46e minute de jeu avant que Neymar n'égalise sur penalty à la 60e. On va écouter la réaction d'Areola, le gardien parisien, qui lui espère que son équipe va bien finir le championnat et surtout gagner des matchs, car ça fait quand même quelques matchs que Paris ne gagne plus. Et Patrick Vieira, c'est toujours bien de prendre un point face à cette équipe de Paris où il y a des joueurs de très très haut niveau. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, voilà, on a un peu plus de mal. Maintenant, faut avancer, c'est un peu plus dur, mais il faut serrer les dents. Non, faut bien finir. Maintenant, on est champion. Ce serait bien de bonifier tout ça et de terminer la saison sur de bonnes notes et sur les 3 derniers matchs, faire des bons matchs et des victoires surtout. Plutôt positif, c'est jamais facile de venir au parc et de repartir avec un point. C'est vrai que même si marquer ce deuxième but nous aurait donné un peu plus d'espoir, mais malheureusement on n'a pas pu marquer ce deuxième but, mais repartir d'ici avec un bon point, un bon match, parce que je pense qu'on était bien en place, tactiquement on était bien, on a fait des choses assez intéressantes, mais c'est vrai qu'après sur l'aspect offensif on a manqué un peu d'agressivité. Oui, mais ces occasions, on doit les mettre au fond, parce que je pense que Youssef fait un superbe travail sur le côté. Alan se trompe de contact du pied. Et à l'arrivée, on manque de réussite aussi. Mais contre une équipe comme Paris, avec les joueurs qui composent cette équipe, si on n'arrive pas à mettre ce deuxième but, il suffit qu'ils accélèrent un peu pour nous mettre en difficulté. C'est ce qu'ils ont fait. On a eu beaucoup de difficultés parce que il y a des grands joueurs dans cette équipe. Mais c'est vrai qu'on était bien en place, on leur a posé des problèmes, ils ont eu du mal à trouver les joueurs entre les lignes. Et sur les centres, avec Malan, Dante, Christophe et Patrick, on a bien défendu. Oui, peut-être après 2-0, ça les aurait peut-être réveillé un peu plus, ils auraient accéléré, ils auraient peut-être gagné le match 3-2. Mais c'est vrai qu'à 2-0, ça nous aurait peut-être permis d'être encore plus dangereux sur les contres.
Mais je pense qu'on a vu aussi ce manque de maturité, d'expérience de notre équipe. Parce qu'il y avait des coups, on aurait pu mieux les jouer. Mais je pense que les joueurs individuellement et collectivement, on aura beaucoup appris ce soir. Ils auront beaucoup appris ces Niçois. C'est sûr, c'est une équipe jeune aussi, cette équipe de Nice. Et forcément, quand on a affaire à des grands joueurs, eh bien, on apprend. Et comme le dit Patrick Vieira, dans ce match, ils auront appris selon lui. On va passer aux rencontres qui avaient lieu donc ce samedi à partir de 20h. On va commencer par Reims-Nîmes. Eh bien, ça a été un match où il y a eu quand même pas mal de buts. En tout cas, surtout pour cette équipe de Nîmes qui s'impose 3-0 du côté de Reims. Avec cette équipe de Reims qui n'a plus rien à jouer cette saison. Elle est 9e en championnat. Cette équipe de Nîmes non plus, qui est 8e, qui a fait un bon championnat. Et bien on écoute Enfin là on va pas écouter, je vais vous la dire parce qu'on n'a pas eu de réaction vidéo, donc on n'a pas pu prendre de son. Voilà ce que déclare David Guillon. On a eu la capacité à créer des déséquilibres et à déplacer le bloc nîmois. On voulait entamer cette rencontre à fond. Le contenu de cette lourde défaite à Lille, malheureusement sur leur première attaque et leur première frappe dans la surface, ils marquent. On a continué à avoir le ballon, mais une erreur individuelle nous pénalise pour le reste du match. On a été naïf, immature. Et on écoute aussi Bernard Blacard. On a eu du mal à rentrer dans le match et on a souffert dans le premier quart d'heure, même si Reims n'a pas eu de grosses occasions. Ensuite, on a bien maîtrisé. On a surtout su être efficace en inscrivant 3 buts sur ces 5 occasions. C'est une performance car Reims est une belle équipe, très bien organisée et difficile à manœuvrer. On savait qu'en marquant en premier, on prenait un avantage et on obligerait l'adversaire à s'ouvrir. On pouvait se poser des questions sur le groupe car la semaine passée, on a abandonné en deuxième mi-temps. Il fallait qu'on donne une autre image de nous. Gagner 3-0 à l'extérieur, ça fait passer la mauvaise deuxième période de la semaine dernière. Eh bien oui, cette équipe de Nîmes, en tous les cas, et pourtant elle avait pas mal de blessés avant cette rencontre. 3 dans la semaine et l'entraîneur, d'ailleurs, s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas en tout cas des petits soucis. On va maintenant regarder ce qui s'est passé du côté de Guingamp-Caen. Et là, on joue pour le maintien. Et c'est vrai que les Guingampais étaient derniers. Et Guingamp-Caen, ça n'a rien donné. Pas de but dans cette rencontre. Ça a été un 0 partout au classement. Guingamp reste 20e avec 25 points. Et cette équipe de Caen est barragiste en étant 18e avec 30 points. On va écouter les réactions d'Étienne Didot, de Christophe Kerbrat et également Jérémy Sorbon. Tous sont unanimes, il reste encore un espoir et ils ne veulent surtout ne rien lâcher avant justement ces derniers matchs. Et du côté de Caen, Roland Courbis, c'est un petit peu la même chose, hein, rien n'est fait et il peut, comme il le dit, il peut y avoir des résultats surprenants dans cette Ligue 1. On l'a déjà vu avec Dijon qui était allé s'imposer du côté de Lyon également. Donc, et puis Guingamp qui a battu le Paris Saint-Germain. Donc tout est possible. Question simple, réponse simple. Tant que mathématiquement on peut revenir, on sera en vie, tout simplement. On connaît trop le foot pour savoir qu'il y a des choses irréelles qui se passent de temps en temps. Et je pense il va en falloir pour se maintenir, tout simplement. On est peut-être aussi à notre place, mais voilà, quand on voit Caen qui a 5 points de plus, je pense que on mérite, on devrait être au moins à leur hauteur. Donc voilà, c'est un petit miracle qu'il faut qu'il se passe, mais voilà, c'est notre métier et on n'a pas le droit de pas y croire et de pas se donner à fond. On a du mal, on pêche un peu dans la finition et c'est ce qui nous fait défaut. Voilà, il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. On va continuer encore à y croire. De toute façon, ça va être les mots à avoir pour pouvoir continuer. Évidemment que compte tenu de nos derniers résultats, le résultat est bon, ça maintient Guingamp à 5 points plus le goal average. Maintenant, il nous reste 3 matchs et je reste sur ma position. On peut très bien terminer 20e comme 17e. C'est pas sûr qu'on n'ait pas une chance en ce qui concerne les barrages. Donc la possibilité de prendre 9 points contre des équipes des fois à moitié en vacances ou à moitié démobilisées, on voit quand même pas mal de résultats surprenants. On voit des résultats surprenants. On verra si cette équipe caennaise arrive à s'en sortir. On va passer cette fois-ci, on va partir du côté de Bordeaux. Bordeaux qui recevait Angers. Et finalement, un seul but dans cette rencontre
qui a été inscrit par les Angevins, Baoken à la 40e minute de jeu, et ça suffit justement aux hommes de Stéphane Moulin pour s'imposer dans cette rencontre. Et je vous propose d'écouter le gardien de Bordeaux, Benoît Costil, qui revient sur le fait qu'il y a peut-être un problème de mentalité et il a hâte que le championnat se termine. Et Stéphane Moulin, lui, qui revient sur le fait qu'ils vont jouer le premier, le deuxième et le quatrième. On va jouer les premiers au classement et la source de motivation, bien évidemment, elle sera présente. La défaite, c'est la manière. On a fait une première mi-temps qui a été en dessous de tout. Et je dirais, au-delà de l'aspect technique, au-delà de tout ça, c'est en termes de détermination. C'est une grosse faute de notre part. On n'a pas le droit. On a beaucoup de choses à travailler et déjà ça, il y a des attitudes à avoir, tout simplement. Et heureusement que la fin de saison approche vite parce qu'elle pourrait être dangereuse. On est dans les clous. Maintenant, on a aussi trois premier, deuxième et le quatrième du classement, donc ça va être encore plus difficile. Mais justement, plus c'est difficile, plus ça nous motive et en général, plus on est motivé, meilleur on est. Eh bien, en tout cas, on verra ça si les hommes de Stéphane Moulin sont meilleurs quand ils sont bien motivés. On va maintenant passer au résultat, surtout aux rencontres qui avaient lieu donc ce dimanche avec tout d'abord Toulouse-Rennes. Ça a fait 2 buts partout avec Mbaye Niang qui inscrit le premier but pour cette équipe de Rennes, 35e minute de jeu. Ensuite, sur penalty, Durmaz va égaliser à la 40e minute de jeu. Ensuite, c'est Mathieu Dossevi à la 51e qui redonne l'avantage à cette équipe de Toulouse avant qu'un nouveau penalty soit sifflé donc pour cette équipe de Rennes, transformée par Ismaïla Sarr, 58e minute de jeu. Alors, vous allez voir sur le premier penalty que Jimmy Durmaz va tirer. En fait, c'est Max-Alain Gradel qui veut le frapper, mais comme ça fait déjà 3 fois qu'il rate les pénaltys depuis quelques temps, en fait, il laisse sa place à Jimmy Durmaz. Et en tous les cas, il a bien fait, car cette équipe de Toulouse, et surtout Jimmy Durmaz, avait inscrit ce pénalty. Et là, on va écouter la réaction d'Alain Casanova. Il faut être devin pour savoir à combien se jouera le maintien. Et je vais vous donner celle de Julien Stéphan, car personne ne s'est exprimé du côté de Rennes. Il dit: c'est un match nul qui me semble assez logique. Le TFC est resté dangereux jusqu'à la fin. On a ouvert le score sur un de nos temps forts et c'est assez frustrant d'avoir été rejoint aussi vite, car Toulouse n'était pas vraiment menaçant à ce moment-là. Ils ont poussé en seconde mi-temps, ils ont repris l'avantage et c'est une preuve de notre caractère que d'être parvenu à égaliser. On a un groupe de compétiteurs et on va chercher à obtenir les meilleurs résultats possibles jusqu'à la fin de la saison. On se doit de respecter aussi la Ligue 1. Je n'ai strictement rien à reprocher à mes joueurs sur ce match. Et là, on va écouter donc Alain Casanova. Personne n'est capable de le dire. Je veux dire, j'ai lu que certains entraîneurs disaient il faudra 38, d'autres 39. Je pense que, à part quelqu'un qui est devin, vous savez très très bien qu'il peut se passer tellement de choses dans le football. Qui aurait pensé que Dijon serait capable d'aller gagner à Lyon, que certains Nantes à un certain moment gagnent contre le Paris Saint-Germain. Voilà, aujourd'hui, il reste 3 matchs pour tout le monde. Ça va être serré et dur jusqu'à la fin. Nous, on rencontre deux adversaires directs et l'Olympique de Marseille. On verra dans quel état ils seront à ce moment-là. Mais vous savez très bien que les adversaires directs ne lâcheront rien. Et puis, une équipe comme Marseille, elle n'a pas dans ses gènes pour habitude de lâcher les matchs. Eh bien, on verra. En tout cas, cette équipe de Toulouse n'a pas pour habitude de lâcher les matchs. C'est ce que dit Alain Casanova. On va passer cette fois-ci à Nantes-Dijon. Dijon, bien évidemment, qui veut aussi se sauver cette saison. Mais ça, en tout cas, ça ne commencera pas. Ils ne prendront pas de points à Nantes car ils se sont inclinés 3-0. Des buts signés Touré, 51e minute de jeu. Alors, une superbe frappe avec très peu d'élan. Et ensuite, c'est Koulibaly à la 74e sur penalty. Et ensuite, Valentin Rongier, 80e, qui parachève le succès des Nantais. On va écouter Vahid Halilhodžić, l'entraîneur de Nantes. Il dit forcément, ce passage en ce moment est vraiment agréable, car ça fait quelques matchs que cette équipe de Nantes gagne. Et Olivier Delcourt, le président de Dijon, rien n'est terminé, mais j'assumerai les conséquences.
C'était jamais arrivé depuis 2001, l'année du titre, une telle série. Ça marque un peu. On ne sera pas champion, ça c'est sûr et certain. Ouais. Je suis très content. Hein. Je suis content de se battre comme ça, record. Et on a gagné quelques adversaires très très renommés. Dernier mot, je dis tout, qu'est-ce qu'on a vécu, passé un moment très délicat, très difficile. C'est une petite récompense pour tout le monde, pour l'équipe, pour le club, pour les gens qui travaillent. Il faut savourer un petit peu ce passage assez agréable. Oui, je suis déçu, très déçu du comportement de l'équipe. Même si on s'est quand même plus battu que contre Caen, mais malgré tout, ça suffit pas. Dans la vie, on a ce qu'on mérite, et si on se bat pas assez, on y va tout droit, et ça fait déjà un moment. C'est vraiment une sale saison, compliquée. Pourtant, au niveau des joueurs, ils n'ont jamais rien lâché. Là non plus, ils lâchent pas, il y a encore un espoir. Donc, il faut se mobiliser, qu'on soit tous derrière eux, tous derrière notre équipe, et puis faire tout ce qu'il faut pour se maintenir. De toute façon, moi, je suis président du club, et je fais partie, oui, bien sûr. Je suis responsable de l'ensemble de ce qui se passe au niveau du club, et j'assumerai les choses. C'est une défaite qui fait mal parce que il y a eu... Non, ça c'était Nantes-Dijon. C'était ça, Nantes-Dijon. En fait, c'était Antoine Camboré. On va peut-être l'écouter, Antoine Camboré, parce qu'on voudrait bien avoir son avis après le président. Cet accident à Caen, et on avait envie donc de montrer autre chose aujourd'hui. Alors c'était pas mal sur la première mi-temps, même si Nantes a eu quelques situations. On en a eu une très belle, nous, avec Julio Tavares, mais comme à Caen, on a fait une mauvaise entame de deuxième mi-temps, voilà, encore une fois, et on permet à Nantes de marquer très vite dans ces deuxième mi-temps, à 52e exactement, même s'il y a de la réussite. C'est une très belle frappe, poteau rentrant. On doit mieux défendre, on doit tout faire pour ne pas prendre ce but, et donc forcément que ce premier but enraye la machine, et après c'est plus compliqué. Et derrière vous avez le penalty, carton rouge. Voilà, Nantes a fait donc ce qu'ils voulaient en deuxième mi-temps. C'était beaucoup plus facile pour eux. C'était plus facile pour eux, c'était un match compliqué. Arthur, dis-nous un petit mot, cette équipe de Dijon, alors elle va se maintenir ou pas du tout? C'est fini? Je pense que c'est fini parce que d'un côté, tu as beaucoup trop d'absents à chaque match, très peu de rotation, et puis un jeu tactique tenté par Kombouaré qui n'aboutit à rien, on le voit très bien sur le terrain. Hier, c'était une équipe B qui était présente parce que tu n'avais que des remplaçants ou des joueurs qui sont épuisés physiquement. Par exemple, ça fait des matchs et des matchs que c'est toujours Fouet Chafi qui est titulaire à droite sans aucune possibilité d'être remplacé. Il y a une seule fois où Michael Alphonse était présent pour pouvoir assurer la relève en tant que latéral droit, mais en général tu vois toujours les mêmes. Et c'est bizarre qu'on le voit plus, Michael Alphonse, je comprends pas pourquoi Fouet Chafi est préféré à lui, alors que dans un jeu offensif il serait plus approprié de mettre Michael Alphonse. Après ça reste que mon humble avis, mais Dijon aussi, c'est un recrutement qui se paye sur la fin de match, une décision de prendre Antoine Kombouaré qui n'était qu'une, je suis désolé du mot, mais une vaste fumisterie quand on voit le travail qui était accompli à Guingamp un mois avant son embauche qui avait abouti à un licenciement. C'est quand même une suite logique de choses pour Olivier Delcourt, et ces décisions un peu farfelues, et comme je disais, le recrutement qui a été juste exécrable. Oui, puis Olivier Dalloglio n'a quand même pas fait du si mauvais travail que ça, donc c'est vrai que la décision de le remplacer, on pouvait s'interroger. C'est un tremblement de terre. Olivier Dalloglio, si Dijon arrive à se maintenir en Ligue 1 et puis réaliser tout ce qu'ils ont fait pendant ces 6 dernières années, c'est grâce à lui. C'est lui qui a réussi à faire remonter le club, qui l'a fait maintenir, qui a donné le jeu qu'il avait l'année dernière, qui était un jeu aussi qui était vraiment magnifique, beaucoup de buts, etc. Et qui arrivait à tenir la barre parce qu'il n'avait pas son mot à dire sur les recrutements. Ça se voyait que les joueurs et les sommes qui étaient mises dans les joueurs qui étaient recrutés n'étaient pas bons. Et quand je vois tout ce travail fait, je pense que c'est juste la préparation physique en début d'année qui ont fait que les joueurs n'étaient pas prêts pour la Ligue 1, et Dalloglio on a payé les frais. Alors que ce n'était pas du tout de sa faute, c'était la faute de l'équipe. Il fallait faire un dégraissage plutôt que de dégraisser l'entraîneur. Bon, Dijon, en tous les cas, recevra Strasbourg. Ce sera donc ce samedi prochain. Samedi, je serai au match. 20h. Tu seras au match, donc il faudra une victoire des Dijonnais. Sinon, après, ça risque d'être la Ligue 2 la saison prochaine.
On va maintenant regarder ce qui s'était passé dans l'autre rencontre. C'est du côté de Montpellier. Montpellier qui recevait Amiens. Et c'est Amiens qui va ouvrir le score par Mendoza, 66e minute de jeu, le Colombien. Et ensuite, c'est Florent Mollet, 81e, qui va égaliser pour cette équipe de Montpellier. Mais vous allez voir que dans cette partie, on va entendre déjà la réaction de Michel Derzakarian, l'entraîneur montpelliérain. Lui, il peste un peu contre l'arbitrage et la VAR, encore une fois. Et Christophe Pellissier, lui, il revient sur le fait qu'ils ont la chance de recevoir 2 fois à domicile. Donc, c'est toujours intéressant. Il y a un hors-jeu de talent de Souleymane Camara. Un talent, ouais. Je veux dire, il faut. Si c'est. Je sais pas, dans d'autres stades, ça se siffle pas, quoi. Nous, ici, ça siffle, quoi. Voilà, c'est comme ça. C'est dommage, on nous enlève la victoire parce que voilà, les joueurs se sont arrachés pour aller la chercher. Et en deuxième mi-temps, on a 2 occasions aussi. Il fait sur la frappe de Gaëtan, il fait un bel arrêt. Sur la tête de Gaëtan, il va la chercher par tes petits filets, il la sort du bout des doigts. Voilà, on a manqué un peu de ces opportunités-là pour gagner le match. Et puis on refuse ce but, pour moi, qui est valable. Bon. On est 4 équipes, voire 5 peut-être avec Monaco à la lutte. Je crois que on a la chance de recevoir 2 fois. On sait qu'on est assez performant chez nous. Il va falloir gagner au moins un match, ça c'est sûr. Donc je crois que ce point peut être très important parce qu'il maintient la dynamique pour nous. Il maintient aussi l'écart avec les autres équipes, même il s'accroît avec Dijon. Voilà, maintenant, ce qui me plaît ce soir, c'est que j'ai vu un groupe chez moi avec des grosses valeurs, et quand on veut se maintenir, ces valeurs-là sont très importantes. Exactement, quand on veut se maintenir, il faut mettre le bleu de chauffe et aller en mode guerrier. Il reste 2 rencontres dans cette 35e journée de Ligue 1, à savoir Monaco qui recevait l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne dont les supporters avaient décidé de ne pas se rendre du côté donc du stade Louis II. On sait qu'ils sont affiliés aussi au Sporting Club de Bastia, et vous savez bien que le 5 mai, il y a eu un événement dramatique du côté de Furiani. D'ailleurs, on a une grosse pensée pour toutes les victimes de ce drame. Et donc les supporters des Verts avaient décidé de ne pas se rendre du côté de Louis II. Oui, Fred, tu voulais rajouter quelque chose? Du Sporting de Bastia, bon, une petite anecdote. Oui, je sais ce que tu vas nous dire. C'est qui monte en National 2 la saison prochaine. Oui, j'ai vu ça aussi. Donc c'est un peu le retour des Bastia après... Après le purgatoire, on va dire. Il n'y a pas d'autre 2 mot, ans de purgatoire, oui, on peut dire, en National 3, quoi. Oui. Depuis la rétrogradation de Ligue 1, donc... Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que par rapport aux autres années, ça fait depuis le drame de Furiani qu'on a respecté cet engagement de ne pas faire de match un 5 mai, et on voit que hier, ça n'a pas été respecté par la Ligue, et c'est une très mauvaise décision. Il pourrait quand même respecter ces valeurs et puis ces événements qui font que nous devons rendre hommage à la mémoire des victimes et ne jamais oublier cette date qui fut un moment très triste et déplorable dans l'histoire du football français. Et pour moi, c'était inconcevable de mettre des matchs de Ligue 1 à 5 mai. Et je suis encore un petit peu énervé et puis surpris par cette décision de maintenir les matchs. Et surtout très content du soutien des supporters et puis des groupes d'associations par rapport à cette décision de la Ligue. Oui, parce que les matchs, on peut les reporter à d'autres moments. Je pense qu'il y a vu le nombre de matchs qui ont été reportés par les Gilets jaunes en ce moment, ce serait pas compliqué de reporter les matchs d'un 5 mai quand même. Oui, je pense que ça serait largement faisable. Avec, comme je le disais, Monaco qui recevait l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne qui est encore en course pour peut-être décrocher la 3e place, synonyme, en tout cas, pas de qualification, bien évidemment, parce qu'il y aura des tours préliminaires, mais pour cette Ligue des Champions. Et c'est pourtant Monaco qui va ouvrir le score à la 18e minute de jeu par Gelson Martins. Ensuite, c'est Balotouré à la 59e minute de jeu qui va marquer contre son camp, le Monégasque. Et ensuite, Rémi Cabella va inscrire le 2-1 à la 71e minute de jeu avant qu'Arnaud Nordin, 80e minute de jeu,
n'offre le 3e but pour cette équipe de Saint-Etienne, 3-1, mais finalement c'est Vinicius à la 90e qui réduit le score pour cette équipe de Monaco, 3-2, mais ça ne suffira pas, en tout cas ça fait le bonheur des Stéphanois. On va écouter la réaction d'Adrien Silva du côté de Monaco. Bien sûr, on va rien lâcher, on va continuer à se battre, forcément Monaco est 17e, donc concerné encore pour le maintien, mais Leonardo Jardim l'avait déjà indiqué il y a quelques temps, et Jean-Louis Gasset, on aura 2 finales à jouer, ça va être sympa. Bien sûr, on était rentré dans ce match pour chercher la victoire. On a bien commencé, on a su nous créer beaucoup d'occasions. Et après, on prend un but bête, malchance, et après, on n'arrive pas à nous relever et on accuse le coup. Peut-être, dans le foot, beaucoup d'aspects psychologiques. Et aujourd'hui ça pèse, mais on va rien lâcher jusqu'au bout. Je dis toujours, d'abord, c'est à nous de jouer. Et après on regarde les autres. Là, on a fait le travail, même si on a été intermittent, puisqu'on a joué qu'une mi-temps. Après, on regarde les résultats des autres et les écarts. On va garder la même humilité. On sait qu'on reçoit 2 fois. On sait que notre public va nous pousser. Donc il y en a qui parlent de jouer les finales. Là, on va jouer 2 finales. 2 finales à Geoffroy Guichard. 2 finales. Il y a beaucoup de clubs qui vont jouer beaucoup de finales ces temps-ci. Il y en a vraiment beaucoup. Oh, pas qu'en Ligue 1, je pense quand même. On est bien placé pour le savoir. Il y en a partout. Ça sort en Ligue 1, en Ligue 2, en National 2, National 3. Il va y avoir des finales partout. Bon, on va dire c'est dans ces moments-là. De très près, on peut dire. C'est dans ces moments-là que c'est aussi intéressant parce que ça devient vraiment du football, on va dire. Ça peut devenir du football champagne, mais aussi du hurrah football. Donc, ça peut être compliqué, ça va être compliqué, bien évidemment, pour toutes ces équipes. Tout est possible. Exactement, tout est possible. C'est le jeu de la vie, ma chère Lucette. Non, c'est ça le sketch. On va dire que ça sera, en tout cas pour certains clubs, j'espère que ça ne sera pas un mauvais sketch. On va maintenant s'intéresser au dernier match de cette journée avec le grand format, l'Olympique Lyonnais qui recevait Lille, c'est-à-dire le 2e contre le 3e. Et finalement, score final 2 buts partout. Pourtant, c'est les Lyonnais qui ouvrent la marque par Martin Terrier à la 11e minute de jeu. Avant que Loïc Rémy n'égalise à la 50e, le Lillois. Et ensuite, c'est Soumaré, 68e, qui donne l'avantage de buts 1 à cette équipe de Lille. Avant que Léo Dubois, 74e, n'égalise pour Lyon. Finalement, 2 buts partout. Mais c'est tout de même Lille qui fait la bonne opération du jour. On va écouter la réaction du buteur Martin Terrier qui lui a dit c'est vraiment dommage. Il reste quand même 3 matchs. Ils veulent, ces Lyonnais, accrocher cette 3e place. C'est Nicolas Pépé. Il nous reste des matchs, dont 2 à la maison. Finalement, on va dire un score logique tant cette équipe de Lille a fait un superbe parcours et mérite cette 2e place. Il s'est passé plein de choses en deuxième période. Le but que je vous ai encaissé, qu'est-ce qui se passe sur le but que tu encaisses? Ouais, je pensais pas qu'elle allait passer en fait, donc j'étais surpris. Et voilà, c'est comme ça. J'aurais dû faire mieux, mais c'est comme ça, c'est le football, c'est comme ça. Voilà. Pourtant, tu as su répondre derrière, tu as été répondre. Non, mais c'est beau, c'est ça aussi le football. C'est fait d'émotions. Tu as réagi derrière, tu as marqué ton but. Ouais, faut avoir de l'orgueil dans la vie, et voilà, c'est important maintenant. C'est dommage parce qu'on voulait la victoire. Mais voilà, c'est un match serré, ça se finit sur un nul, c'est normal. Ouais, tu penses qu'il y avait la place de gagner, il y avait la place de le perdre aussi, sincèrement, il faut dire les choses. Le nul est logique dans ce match-là. Ouais, je pense que c'est 2 bonnes équipes maintenant. Comme je dis, on avait à cœur de gagner, maintenant il nous reste 3 matchs, il faut qu'on aille au bout parce qu'on sait que derrière ça revient vite, donc c'est à nous de continuer là-dessus et de gagner les 3 derniers. Ouais, il y a la mentalité, il y a le moral, il y a les gars qui veulent aller au bout, c'est important pour le club. Ouais, on a un esprit collectif en ce moment, il faut qu'on le garde jusqu'au bout parce que voilà, on a envie de faire de bonnes choses et de belles choses pour l'année prochaine, de bien préparer l'année prochaine, donc c'est à nous de bien finir tout simplement avec notre public. Merci à toi, merci. C'est un beau match de football, tu t'es régalé toi en tant qu'attaquant, ce 2-2 pour toi il est logique? Oui, il est logique. Après, c'est sûr qu'en première mi-temps, on avait eu les situations. Ouais. C'était plus compliqué en deuxième, malgré le but qu'on marque. Mais voilà, c'est les 2 buts qu'on marque. Mais voilà, c'est un bon point qui va compter justement pour cette course à la Ligue des Champions. Oui, parce que vous avez quoi? Vous avez 6 points de plus sur Lyon ce soir. C'est quand même important de se retrouver à 3 journées de la fin comme ça avec 6 points d'avance. C'est beau, quoi. Oui, c'est sûr, sachant qu'on a encore 2 matchs à domicile, qu'il faudra bien gérer. Et c'est sûr que ce point-là va compter pour la suite. Il y avait vraiment des bons coups à jouer à des moments. Il y a beaucoup de ballons qui auraient pu t'arriver un peu différemment. On a senti qu'il y avait vraiment des possibilités. Hein.
Ouais, c'est sûr qu'on les avait bien étudiés. C'était une équipe qui se coupait en deux facilement. Ça s'est vu sur la première période, mais malheureusement, on n'a pas su concrétiser nos situations, nos occasions. Mais voilà, c'est quand même un bon point et on va continuer à travailler parce qu'on a encore 3 matchs importants pour la suite. Ouais, Florian Essian, en tous les cas, on a vu ce soir que votre deuxième place, elle est quand même méritée, elle est vraiment méritée. On a senti face à Lyon ce soir, qui est une belle équipe, voilà, on a senti votre deuxième place, vous la méritez vraiment. Oui, c'est sûr, surtout face à une grosse attaque, on a vu qu'on pouvait répondre aussi avec cette défense-là qu'on a, on tient bien. À l'extérieur, surtout, on est bien en bloc, on travaille bien en équipe et aujourd'hui, c'était très important de le faire parce que voilà, si on n'était pas en équipe, c'est sûr qu'on pouvait en prendre 4 ou 5, mais voilà, on en a pris 2, mais on a su en mettre 2 et c'est bien pour la suite. C'est bien pour la suite. Bon, messieurs, Lille, deuxième. On va dire que c'est logique au vu de leur saison. Oui, et ce serait complètement logique au vu de leur saison qu'ils ont effectuée. Ils avaient réalisé une très belle saison. Ils ont toujours été à peu près, on va dire, dauphin du PSG avec un niveau de jeu vraiment rehaussé par rapport à l'année dernière et avec une attaque qui était juste impressionnante. Avec Lyon qui derrière n'a pas été très régulier toute la saison, ce serait d'autant plus mérité avec la régularité que Lille avait, qui reste deuxième jusqu'à la 38e journée et au-delà. Eh bien, on va vous donner le classement de cette Ligue 1 pour le moment, avec Paris champion avec 85 points, deuxième Lille 69 points, troisième Lyon 63 points et quatrième Saint-Étienne 62 points. Donc la troisième place va se jouer entre ces deux clubs rivaux, entre guillemets. J'aime pas trop employer ce terme, mais en tous les cas, deux clubs qui ne s'aiment pas forcément. En tout cas au niveau des supporters. 5e Montpellier 55 points, 6e Marseille 55 points. En bas de classement on retrouve 18e barragiste Caen avec 30 points, 19e Dijon 28 points, 20e Guingamp avec 25 points. Donc samedi 11 mai, enfin tout d'abord vendredi 10 mai, donc ce sera le début de la 36e journée avec Saint-Étienne qui recevra Montpellier à 20h45. Samedi 11 mai, poursuite de cette 36e journée avec à 17h Angers qui recevra le Paris Saint-Germain. À 20h, on retrouvera Nîmes-Monaco, Nice-Nantes, Dijon-Strasbourg, match très important pour les Dijonnais, Amiens-Toulouse, Caen-Reims aussi important pour les Cannais. Ensuite, ce dimanche 12 mai, donc fin de cette 36e journée, avec à 15h Rennes qui recevra Guingamp, Lille qui recevra Bordeaux à 17h et Marseille-Lyon, ce sera le grand format. Donc le duel à distance entre Saint-Étienne et Lyon. Ça promet. Avec au classement des buteurs, Kylian Mbappé toujours en tête avec 30 buts, Nicolas Pepe 20 buts, Edinson Cavani 17 buts. Edinson Cavani qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. En tout cas, il y aura sûrement des départs du côté du club de la capitale. Eh bien, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette Ligue 1. Messieurs, vous avez quelque chose à rajouter sur cette Ligue 1 ? Non. Juste l'information qui a été publiée par Téléfoot hier matin, que Laurent Blanc se rapprocherait de plus en plus de Lyon. Les discussions ont bien avancé avec Jean-Michel Aulas. Et les contacts lyonnais qui sont sortis dans les médias ce matin ont confirmé ces dires. Et on peut s'attendre à voir le technicien français arriver à Tola-Vologe l'année prochaine. Eh bien, on verra. En tout cas, si cette info est avérée du côté de l'Olympique lyonnais. En tout cas, ce serait assurément une bonne pioche. Ce serait pas mal pour cette équipe de Lyon. Oh oui, ils veulent pas échouer à finir à Lyon. Ah bah non, il entraîne déjà les féminines du PSG. Ah oui, il entraîne les féminines du PSG. Donc il ne pourra pas être à Lyon. Enfin maintenant, les contrats se cassent comme on veut un petit peu partout.